Merci à vous toutes et tous d'être présents pour cette première table ronde qui inaugure le 14e Salon du Livre ou Rencontre culturelle maçonnique lyonnaise. Cette table ronde démarre sur le sujet maître de cette manifestation, la transmission qui est un élément essentiel du travail des francs-maçons, francs-maçonnes. Alors, pour cette première table ronde, je vais vous présenter rapidement les trois intervenants qui sont là, après vous avoir donné la thématique qui est dans l'ordre de mes slides. Voilà. La thématique de la transmission, on l'a résumée de la façon suivante, en disant que la transmission est au cœur de la démarche maçonnique. La méthode initiatique permet de s'approprier une tradition propre à libérer autant la pensée constructive que l'imaginaire créateur. Dans nos travaux, nous mettons en œuvre la pratique de la fraternité, les réflexions partagées, la défense de l'idéal républicain, la vocation à agir. Voilà. Ce sur quoi ont été amenés nos super conférenciers ici présents à développer. Alors, je vous présente Michel Baron, à ma gauche. Michel, tu es psychanalyste et docteur en philosophie, diplômé en psychanalyse et docteur en sciences religieuses et en philosophie. Franc-maçon depuis 1974, auteur de très nombreux articles dans les revues maçonniques de la publication et auteur de nombreuses publications et ouvrages sur les thèmes de la maçonnerie et des sciences religieuses. À ta gauche, Charles Coutel. Tu es professeur émérite en philosophie du droit à l'Université d'Artois. Tes travaux ont porté sur les Lumières, Condorcet, Péguy et l'histoire des principes républicains. Tu collabores avec les revues Chaîne d'Union et Joaben. Tu es membre du comité éditorial de la revue Humanisme et tu as dans ce cadre coordonné un numéro hors-série spécifique sur la transmission. À ta gauche, Daniel Pacou, bienvenue. Tu as effectué ta carrière au sein d'une entreprise publique dans l'immobilier puis à l'international. Tu as participé à plusieurs tomes de la collection Transmettre en tant que rédacteur. Membre de la Grande Loge Unie d'Angleterre, tu es aujourd'hui grand secrétaire de la Grande Loge nationale de France. Bienvenue à vous, mes Françaises, bien sûr. Bienvenue, mes très chers frères. Je vous propose de... Nous avons 45 minutes d'échange où vous allez être invités à vous exprimer. Et puis pendant une seconde moitié à peu près équivalente, nous inviterons tous nos visiteurs dans la salle à vous poser des questions et à préciser ce qu'il en est de ce schéma de transmission que vous allez exposer. Alors, par ordre alphabétique, Michel, est-ce que tu peux nous dire ce que représente la transmission? Est-ce que c'est que transmettre pour toi? Merci, bonjour. L'alphabet est traître, hein. Je suis obligé de passer en premier, donc je vais vite céder après la parole à mes petits camarades. Justement, nous avons un peu tous les trois pris ça en discutant comme ça, comme une espèce de défi. Parce que finalement, transmettre et engager une réflexion sur transmettre, c'est un peu comme le koan japonais. Vous savez, ces espèces de fables ou de réflexions qu'on fait en disant mais c'est bizarre ce truc, ça veut dire quoi? Et que ça va révéler une vérité. Vous savez, ce koan, genre il est bien d'applaudir à une main, bon, par exemple, en disant mais qu'est-ce qu'il raconte là? Et nous, on est pris dans une espèce de koan, dans le sens, la maçonnerie, ce n'est ni une église, ni un parti politique, ni un syndicat, ni un organisme d'enseignement. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que la transmission en maçonnerie alors qu'on n'a pas officiellement le pouvoir et le but de transmettre? Et on sait bien, de par l'histoire, de par nos lectures, que finalement, la transmission, ça ne marche pas. On va prendre deux exemples littéraires. Eh bien, d'abord, Homère et Ulysse.
l'Odyssée. L'Odyssée, Ulysse va participer à la guerre de Troie, va rentrer, va connaître des tas d'aventures, etc. Et il va retourner à Ithaque, sa ville d'origine. Et Homère, l'aveugle, puisqu'il était aveugle, Homère, intéressant, va terminer l'Odyssée, comme pour ceux qui l'ont lu, par cette phrase « Il n'y a pas d'Ithaque hors d'Ithaque ». C'est-à-dire, finalement, tout ce voyage, tous ces combats, tous ces enseignements qu'il a reçus au fil des ans, des 20 ans d'absence, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il retourne à Ithaque, finalement. Ainsi que le Candide de Voltaire, qui retourne dans son jardin cultivé en disant que finalement tout se passe bien dans le meilleur des mondes, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc on va retourner dans notre jardin. Est-ce que nous, la maçonnerie, on aurait cette vocation épicurienne de se retrouver dans un jardin où on réfléchirait à des sujets philosophiques ou autres, etc. Ou est-ce qu'on a une autre vocation? Et c'est bien autour de cette autre vocation, puisqu'on sait qu'on n'a pas de catéchisme à enseigner ou d'idéologie à enseigner, notre réflexion, elle se trouve bien là. Qu'est-ce qu'on aurait en plus? Quel est le fonctionnement qui nous amène à transmettre quelque chose? Et alors, transmettre, vous savez, péjorativement, comme vous le savez, c'est souvent essayer de convertir l'autre à ses propres idées. Or, je vais faire appel à une expression qui est intéressante pour notre réflexion. En hébreu, convertir, ça se dit teshuva. Teshuva, ça veut dire simplement retour. Retour, comme Ulysse à Ithaque. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de changer d'idée si on ne sait pas changer soi-même à l'intérieur. Et que donc, finalement, la maçonnerie nous fait opérer un retour sur nous-mêmes. C'est peut-être là la transmission, c'est-à-dire le voyage d'aller et retour vers Ithaque, d'une certaine façon. Parce que c'est le seul voyage qui aboutit, puisqu'il aboutit aussi, comme pour Ulysse, à notre propre fin. Et que notre propre fin, il n'y a que nous qui la vivons d'une certaine façon, même s'il y en a d'autres autour. Donc, quel est le mode de transmission, finalement, de la maçonnerie? C'est peut-être cette maïeutique, très socratique, de faire naître en nous l'interrogation sur nous. En ne tenant pas compte, forcément, en tenant compte, bien sûr, de ce que nous entendons, mais en le faisant nôtre. Il y a un vieux proverbe bouddhiste qui dit « Si tu rencontres Satan, file-lui immédiatement 30 coups de bâton. Si tu rencontres Bouddha, file-lui aussi 30 coups de bâton. » Ça veut dire qu'on est seul dans sa destinée, mais seul à devenir ce que l'on est. La fameuse parole de Goethe sur deviens ce que tu es. Bon. Et que donc, c'est notre cheminement. Mais pour devenir ce que je serai, ce que je découvre au fil des ans à travers la maçonnerie, ça vient des autres. Ça vient des autres dans l'histoire du dévoilement. Ce sont les autres qui me dévoilent à moi-même et pas le contraire. Ou si je le fais, c'est accidentel. Ce dévoilement, ce voile qui tombe autour de ce que je me cachais, ça va apparaître dans le travail maçonnique par la surprise. Les uns et les autres, on écoute des planches avec une logique, la logique du frère ou de la sœur qui présente cette planche, mais finalement, c'est en nous que ça va éveiller quelque chose qui n'a des fois strictement rien à voir avec l'objectif même de cette planche,
que nous allons écouter, avec fraternité, avec respect, comme il se doit, mais que c'est en nous que ça va réveiller quelque chose. Et ça, je crois que c'est la vraie transmission, d'une certaine façon. C'est la vraie transmission parce que ça parle, comme disait Lacan. C'est-à-dire que l'autre me parle sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, il parle à quelque chose qui est en moi, qui me fait devenir petit à petit ce que je suis, mais qui n'est pas voulu. Le mode d'emploi, ça ne fonctionne pas. C'est l'inattendu qui crée la surprise et qui crée notre propre avancement. Finalement, il y a la question, j'ai dit une chose une fois, qui était importante peut-être, c'était que nous essayons d'être, en maçonnerie, dans une certaine musicalité. Et la musicalité, elle est composée de différents instruments, hein, comme dans un orchestre, évidemment. Et que pour qu'il y ait une musicalité, pour qu'il y ait un orchestre, faut-il que les différences subsistent. Et que ces différences vont faire une pièce unique. Mais qu'on ne peut pas demander à l'ensemble d'être sur la même tonalité d'emblée. C'est nos différences qui créent notre héritage vers une musique commune. Mais pour faire cette musique commune, faut-il encore que les instruments soient indépendants, réfléchis et aient leur propre musique, avec des chefs d'orchestre provisoires. Mais Charles va nous en parler, enfin va continuer dans cette voie. Bien, je t'avais passer le micro, ou prendre l'autre comme ça. Oui. On ne bousculera pas. Merci et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là, d'apprécier, j'allais dire, le lion un peu calmé après le match d'hier, car nous avons bénéficié d'un hôtel où il n'y avait pas de bruit, quoi. Mais comme disait Roger Coudert il y a de cela très longtemps, allez les petits. Voilà, moi, ça a bercé mon enfance. Je suis très, très satisfait. D'abord, bravo pour l'organisation. C'est sincère. Grâce à ce que nous avons un petit peu déjà établi entre nous, je comprends encore mieux la force de ce que Lacan appelle les anneaux borroméens. 3 cercles s'entremêlent, restent, si je puis dire, sur leur quant à soi, mais en même temps aiment à s'entremêler, à discuter. C'est sur ce mode-là que, effectivement, avec mes amis qui m'entourent et que j'entoure, c'est le symbole des anneaux borroméens. On accepte un 4e anneau. Donc, vous ne serez pas étonnés, mes amis, que j'aborde 3 points. C'est le moins qu'on puisse faire. C'est le symbole de rassembler ce qui est épars en tirant les choses par le haut. Vous savez, le point au-dessus. Mais le point au-dessus n'existe que si il admet la coexistence harmonieuse, mais pas de l'unisson, pour répondre à ta métaphore musicale. Réunir ce qui est épars dans une société qui est déboussolée, il ne faut pas tourner autour du pot, et en tirant les choses par le haut, parce que cela améliore le point de vue. Nos ennemis considèrent que nous sommes des universalistes de surplomb. Voilà, ça y est, c'est une espèce de formule passe-partout. Or, dénoncer le fait que je suis en surplomb, c'est considérer que toi qui me critiques, tu es encore dans le surplomb du surplomb. Donc, tu es nul de me dénoncer comme universaliste de surplomb. Voilà. Le premier point, car nous avons peu de temps chacun, anneau borroméen oblige, est consacré à une confidence sous forme d'urgence que je confie à bon nombre d'amis, hein, Sylvain. Nous sommes dans une société de communication qui n'a pas besoin de transmission. Nous, ambassadeurs de la transmission, nous avons quand même besoin de communication. Pourquoi ? Parce que l'élément naturel de la communication, c'est l'espace, qui peut être spontané, mondialisé. Le mondial, mes amis, mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas l'universel sans l'humain, hein, la diffusion immédiate d'une information fausse ne vaut pas vérité. Tandis que
Le milieu naturel de la transmission, c'est le temps. D'où ces deux formules mystérieuses que je livre à votre sagacité. Régis Debray, la transmission est un transport qui transforme. Ce n'est pas des mécos qui vous donnent, à qui vous demandez de mettre un paquet à un endroit, alors que ce paquet était... Donc, la transmission, ce n'est pas un déménagement. Et plus fort et plus mystérieux, une autre formule de Pierre Legendre, qui a tellement de qualificatifs que ça mangerait les 7 minutes qui me restent. Une transmission, dit ce grand juriste, philosophe, la transmission ne se fonde pas sur un contenu, mais avant tout sur l'acte de transmettre. À l'écrit, souligner acte. Ça veut dire que tu pourrais avoir en tête toutes les connaissances abstraites dites livresques sur la maçonnerie et cependant passer à côté de l'acte de transmettre. Mais alors, évidemment, et je suis sûr que tu vas nous aider à comprendre, l'acte. Mais ce n'est pas un acte de présence, c'est un acte plénier. Et peut-être que Guy est parmi nous, Guy Arcizet, ancien grand maître du Grand Orient, car c'est lui qui donne l'explication du bien fondé de cette formule de Pierre Legendre. Guy, je ne le vois pas, mais il est là par le cœur. Le fondement de la grandeur, dit Guy Arcizet, c'est de dire que la franc-maçonnerie ne s'enseigne pas. Elle n'est donc pas uniquement un savoir, mais il vaut mieux savoir. Elle se vit dans la pratique de l'émancipation, soulignée 3 fois, qui est un apprentissage de la liberté. Je pense que cette expression apprentissage de la liberté renvoie à l'idée d'un acte, d'une décision. Pas de transmission sans l'acte modeste de dire qu'avant nous, d'autres ont pensé aussi bien que nous ce que nous voulons penser. Or, le grand Tocqueville nous dit, dans les temps démocratiques, il est dur de transmettre, devinez pourquoi, mais c'est parce que les grandeurs qui nous ont précédés, aristocratiques, cléricales, ont leur mérite, mais nous devons les dépasser, parce que ce n'est pas notre grandeur. Voilà pourquoi la laïcité que le Grand Orient défend est à la pointe de la transmission. Nous devons transmettre laïquement la transmission. Le deuxième point, c'est de dire qu'il n'y a pas de transmission sans émancipation, sans valorisation d'une transmission, bien sûr, mais aussi d'une tradition comme acte, puisque la tradition, c'est le fait de dire qu'on ne peut innover que si l'on continue. Voilà une formule de la transmission maçonnique. Voilà pourquoi tel ou tel ancien et imprévisible président de la République qui voulait se faire initier, hop, les 3 degrés en même temps, dans l'après-midi, tant qu'à faire, ben, il n'a rien compris, à moins que ce soit encore un épisode supplémentaire de Bouvard et Pécuchet. Donc, la transmission porte une théorie de l'émancipation. Aujourd'hui, les sociétés démocratiques fondées sur le communicationnel oublient que l'émancipation, ça n'est pas choisir entre 2 mots, ça n'est pas choisir entre 2 servitudes, c'est dépasser l'envie de s'habituer à la soumission. Je vous rappelle que soumission est au cœur d'un certain nombre de religions de soumission, mais tous les cléricalismes sont à critiquer. Enfin, il me reste 3 minutes ou c'est fini? Ouais. Bon. Temps additionnel. Si un jour nous y voyons, grâce à vos contributions, mes frères, un peu plus clair avec l'idée de transmission, transmettre, alors nous pourrions nous mettre sur le chemin de ce que on appelle la pédagogie de la grandeur. Transmettre, c'est nous préparer à admirer, et c'est-à-dire une esthétique. Pas de transmission sans amour du beau. Et là, petite séquence émotion, dans l'ouvrage que tu as cité, une partie de ma contribution d'introduction consiste à commenter cette admirable allégorie de la transmission qui s'appelle Aîné et Anchise, 1618 du Bernin. Tout y est. Vous avez l'enfant, Ascagne, qui porte le symbole du foyer, qui donc éclaire et prépare l'avenir. Anchise, à la force de l'âge.
qui porte son père, je veux dire aîné, qui porte Anchise, qui est paralysé, qui ne va pas bien, mais qui a encore la force de porter haut le symbole de l'ancestralité, c'est-à-dire, à l'époque, le contexte, les dieux, l'art, un autel. Autrement dit, le plus ancien, c'est ce qu'on met le plus haut. Et celui qui est porteur de l'avenir, c'est celui qui est provisoirement derrière, c'est-à-dire Ascagne. Et nous ne sommes pas dans ce vocabulaire de la sociologie de bazar qui essentialise le lien avec entre les générations en disant qu'il y aurait aujourd'hui un fossé générationnel. Mais ça, c'est ridicule. Il n'y a pas plus de fossé générationnel que de beurre en broche. Il y a des sociétés qui ne veulent plus transmettre. Ça, c'est autre chose. Alors, ce triangle, moi, je trouve qu'il est important. Il est à l'horizon de notre réflexion sur la transmission. Pourquoi ? Parce que la transmission, c'est un acte qui consiste à mettre en commun un paradoxe, je termine là-dessus, c'est que pour innover, il faut continuer. Si vous voulez changer le français, commencez par le maîtriser. Le coup de poignard dans le dos de telle ou telle force politique il y a dans les années 70, c'est d'avoir décidé de ne plus instruire les petits Français. C'était très machiavélique. On a décidé qu'un mai 68 ne serait plus, un nouveau mai 68 ne serait plus possible. L'honneur, la responsabilité historique des humanistes, des républicains, quelles que soient leurs obédiences, c'est de rétablir la grandeur humaniste, républicaine et française. Je vous remercie. Daniel, nous t'écoutons pour connaître ton avis sur la transmission. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis extraordinairement impressionné par mes deux voisins de droite. Et moi, je ne suis pas un intellectuel, donc je vais peut-être parler autrement. Et la franc-maçonnerie, c'est vrai, ce qui rapproche en franc-maçonnerie, et on le sait tous, c'est que la franc-maçonnerie s'adresse à tout le monde, quel que soit son niveau d'éducation, son niveau culturel, son niveau sociologique, tout ce que vous voulez. Et moi, je vais peut-être vous étonner, mais je vais parler sur un autre registre. On est là pour se compléter. 60-7. 60-7 hier soir. C'était le match de rugby. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Alors vous allez dire, celui-là, bon, il a rien compris. On est là pour parler de transmission, on est là pour parler de transmission maçonnique, pardon. On est là pour parler de transmission maçonnique, et il nous parle rugby. Ben oui, je vais vous parler rugby. Pas que rugby. Et donc ce match a été magnifique. On a gagné, mais ce n'est pas le plus important. Vous observerez peut-être que les grands pays de rugby sont aussi les grands pays de franc-maçonnerie. La France, bien sûr, les différentes nations du Royaume-Uni, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, enfin bref, je ne vais pas les citer tous. Et tout ça, ce n'est pas un hasard. Parce que ce qui a fait gagner l'équipe de France hier soir, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est pas... Il y a un peu de méthode, bien sûr. On ne fait pas un plaquage n'importe comment. Mais on fait un plaquage quand on l'a préparé, quand on connaît le moment où le faire. Or, comment le connaît-on ? On le connaît parce qu'il y a eu une transmission d'un certain savoir. Et le parallèle avec la franc-maçonnerie est flagrant. J'aime cette métaphore du rugby parce que d'abord, elle est tout à fait d'actualité, en particulier ici à Lyon. Et surtout qu'elle révèle un peu tout ce travail qui se fait en loge, qui se fait entre frères et sœurs, ou qui se fait dans une équipe de rugby. C'est quoi une équipe qui gagne ? C'est une équipe qui a réalisé ce que nous, francs-maçons, appelons l'égrégore. Alors l'égrégore, nous le savons tous pour ceux qui sont maçons ici, on ne l'atteint pas à chaque fois, et je dirais même que c'est heureux. Cet égrégore, c'est ce moment magique où, suite au travail qui a été accompli ensemble, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, bien malin, qui peut définir ce qui se passe en nous, mais il se passe quelque chose. Et pourquoi elle gagne, cette équipe ? Elle gagne parce qu'il y a eu du travail de préparation. Et je répète, on apprend quelques techniques, de même que le franc-maçon va apprendre quelques éléments de son histoire, quelques éléments de son rituel. Oui,
Ça, oui. Il y a une transmission qui se fait par les voies habituelles, si je puis dire. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de transmettre la cohésion de l'équipe. Et vous voyez le parallèle entre ces matchs de rugby et ce qu'on fait en franc-maçonnerie. Alors, on va vous dire qu'un tel a marqué un magnifique essai. Ce n'est pas un tel qui l'a marqué, c'est l'équipe. Et ça, ce qui est particulier au rugby, c'est que personne n'est capable de marquer un essai, de marquer des points, s'il n'y a pas eu le travail commun de tous les autres joueurs. Fantastique parallèle avec la franc-maçonnerie. Bien sûr, et voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe après les matchs. La fameuse troisième mi-temps, c'est nos agapes. Cette fameuse troisième mi-temps où tout le monde se retrouve, où tout le monde s'est enrichi du travail des autres. Et c'est vrai qu'au demeurant, bon, bien sûr, Cocorico, on a gagné hier soir. Ça, je suis pas très content. Mais ce n'est pas le plus important, je le répète, et ça, c'est fondamental. Ce qui est important, c'est que ce travail ait été bien fait. Pour les Italiens, le travail était très bien fait aussi. Et regardez une fois de plus ce rugby. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on gagne, on perd, mais toujours dans le respect de l'autre. Toujours. Et c'est exactement ce qui se passe également chez nous en franc-maçonnerie. Toujours, toujours le respect de l'autre. Toujours. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, peut-être pour vous faire sourire un peu, j'espère y arriver, que faire ce parallèle qui, en fait, même si apparemment c'est relativement éloigné de la transmission, est un travail de transmission tout autant. Pourquoi nous arrivons à l'égrégore? Pourquoi une équipe de rugby gagne? Je l'ai déjà plus ou moins dit, parce qu'il y a une équipe, parce que cette équipe se soude, parce qu'il y a de l'empathie, autant de choses que nous retrouvons dans nos loges, qu'il y a une entraide mutuelle. Je rappelle aussi un petit moment historique que la franc-maçonnerie, qui est la franc-maçonnerie organisée, en tout cas celle que nous connaissons, que nous pratiquons tous, malgré nos divergences, pardon, excusez-moi, le mot très mauvais, malgré nos différences de façon de travailler, malgré nos différentes approches, au départ, la franc-maçonnerie, c'était d'abord et avant tout, en Angleterre surtout, mais un peu en France aussi, des sociétés d'entraide mutuelle. Cette entraide, on la retrouve. Elle a peut-être un peu... elle existe toujours, bien sûr, mais elle a peut-être été un peu gommée avec le temps ici en France. Dans les loges anglaises que je connais bien, elle reste extrêmement présente. Et je dirais, pour ceux qui connaissent un peu le rite anglais, qu'on appelle émulation en France, que c'est un rite où il n'y a pas de planche, comme vous devez le savoir, où on ne travaille que sur le comportement, on ne travaille que sur les aspects ritueliques, mais on travaille aussi beaucoup sur les aspects, ce que les Anglais appellent la charity, et qu'on traduit mal en français par charité, c'est l'entraide. Et dans toutes les loges, à chaque tenue, il y a une grande partie de la tenue qui est destinée à ce travail d'entraide, de solidarité entre les frères, puisque là-bas, bien sûr, il n'y a pas de femmes, solidarité entre les frères et solidarité avec les anciens frères qui nous ont quittés pour aller à l'Orient éternel et dont restent les épouses, les familles, pour lesquelles on continue, avec lesquelles on continue d'être en contact et on continue d'agir. Alors aussi, autre élément, autre parallèle qui, moi, me frappe dans cette comparaison avec le rugby, les rugbymen sont des amateurs. Alors vous allez me dire, si on va regarder, peut-être de moins en moins. Cela dit, ça reste profondément dans l'esprit des amateurs. Et que sommes-nous, nous, francs-maçons? Nous sommes aussi des amateurs au sens premier du terme. Nous aimons ce que nous faisons, nous aimons l'autre. L'amour de l'autre, c'est exactement ce qui fait vivre nos loges. L'amour qui conduit à l'empathie, ou l'empathie qui conduit à l'amour, peu importe, c'est pas le problème. Mais cet amour de l'autre, eh bien, cet amour du travail, parce que nous aussi, en franc-maçonnerie, nous glorifions le travail. Je ne veux pas faire de politique, mais enfin, certains partis politiques ont quand même oublié l'importance du travail. Nous, en franc-maçonnerie, on continue de respecter le travail, de le valoriser, et c'est ce travail qui conduit
à la transmission. Encore combien de temps? Parfait. Donc, je vais terminer là-dessus, parce qu'en réalité, je n'ai pas le sentiment qu'aucun de nous trois avons répondu à la question « que transmettre ?» Et nous sommes là pour ça. Alors, que transmettre? Alors, je vais déjà dire, et là, on est tous d'accord, ce qu'on ne transmet pas. Bien sûr, c'est pas on ne transmet aucune idée politique, aucun dogme politique, religieux, certainement pas. Et nous sommes là pour transmettre des valeurs. Nous sommes là pour transmettre des valeurs. Et ces valeurs, elles sont, je dirais, intimes, inexpliquées. On les a en nous. Et le travail de la franc-maçonnerie, c'est justement de faire monter ces valeurs qui sont en nous par le travail en commun. Ça a été dit par mes amis. Et moi, j'avais noté 3 phrases. Deviens ce que tu as cité. Deuxième phrase, connais-toi toi-même. Bon, ça c'est archi classique, c'est la base même de la philosophie, mais que nous appliquons en franc-maçonnerie plus particulièrement. Et une dernière phrase que j'aime beaucoup, qui est d'un philosophe peu connu, qui s'appelle Gustave Thibon, et qui dit « Je monte vers ce qui existe ». Et je terminerai là-dessus. Merci à vous. Moi, je retiens que la transmission, ça passe par la méthode, donc dans ce que vous citez. Et je reviendrai volontiers refaire un petit tour de table avec un exemple souvent cité dans la transmission. C'est Socrate, qui a été cité déjà par Michel. Il citait qu'il ne possédait pas le savoir. En clair, ce n'est pas un problème de culture, qu'il ne l'enseignait pas. Il se disait en recherche. Il utilisait une méthode célèbre qui est la maïeutique. Il s'agissait de solliciter le raisonnement par la conversation et de conduire son interlocuteur à se découvrir. Voilà. Je vous inviterai volontiers autour de ce sujet-là à compléter vos interventions. Michel. Tu as raison de ressouligner Socrate. Nous sommes dans maçonnerie, d'une certaine manière, beaucoup plus socratique que platonicien. Parce que qu'est-ce qu'a voulu faire Platon? C'est couronner par le domaine des idées, entre guillemets, le travail de Socrate. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Socrate? Il dénonçait quelque chose autour de la différence entre le verbe et la discussion banale sur l'agora, comme ça. Et ça, c'est fondamental. Charles, je ne savais pas comment il avait préparé son travail, bien sûr, et il recite, on a de bons exemples littéraires. Régis Debray, on a relevé une autre parole de Régis Debray qui est intéressante. « J'aurais passé ma vie à chercher des mots qui me faisaient défaut. » Un écrivain, un homme de discours, finalement, il s'avoue, je ne sais pas qu'il avoue, il s'avoue que finalement son temps passé à chercher quelque chose de l'ordre du verbe, pas du discours, pas du blabla. Et qu'est-ce que fait Socrate, dont la mère, n'oubliez pas, était une femme qui accouchait, c'était une sage-femme, la mère de Socrate, hein, il en parle largement. Eh bien, il fait le même travail. Est-ce que nous, on ne fait pas ce travail de maïeutique, c'est-à-dire d'accouchement en réalité? Et on dit, mais c'est bien gentil ce que tu me dis là, mais ça va peut-être au-delà, faudrait peut-être au-delà du baratin, trouver ce qu'il en est du verbe. Et pas dans l'idée platonicienne que le verbe serait une puissance supérieure, mais l'idée qu'on aboutit à sa propre finalité. Relisez le banquet. Le banquet, Socrate, il s'amuse là. On dit, ah machin, non, on l'aime bien, il est magnifiquement séduisant, etc. Et Socrate dit, ah ouais, ça, vous avez raison, les gars. Mais par contre, si demain, il n'avait plus de cheveux, si demain, il boitait, ah, alors là, ça change un peu tout, oui, d'accord, ben, on changerait à ce moment-là. Donc, X n'existe pas. Il n'existe que dans vos désirs, il n'existe pas dans sa réalité. Et la question que la maçonnerie pose, qui es-tu dans ta réalité? Pas dans les réalités du blabla, mais dans ta réalité. Merci Michel. Si tu permets, Bernard, puisqu'on en est à citer des philosophes, disons,
peu couru, je ne donne pas l'annonce de la liste des philosophes médiatiques qui, parce qu'ils sont connus, pensent qu'ils sont reconnus. Distinction importante. Eh bien, moi, je vous propose une distinction importante d'un des meilleurs connaisseurs de Mounier, le personnalisme, qui s'appelle Jean Lacroix, qui a tenu la rubrique philosophie, qui avait une certaine tenue, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le journal Le Monde. Dans un texte qui s'appelle Le sens de l'amour, il nous propose le fait de dire l'université, je ne sais pas, mais l'univers est divisé en deux grandes catégories. Ceux qui développent la possession des mots, de l'orgueil, du pouvoir, de l'argent, et puis ceux qui mettent en avant le processus de promotion, mais pas tête de gondole à Lidl. Hein. La promotion, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de ce que notre désir d'aimer nous propose. Or, un grand islamologue, Louis Massignon, méconnu là encore, nous dit « Nous n'allons jamais jusqu'au bout de ce que l'amour nous demande ». Et l'acte de transmettre, dont tu parlais, le savoir-être si tu veux, ça correspond au fait de dire comment est-ce que je peux promouvoir mon envie de transmettre dans la perspective d'admirer, parce que l'admiration c'est extraordinaire, c'est un processus par lequel je sors de moi pour me rencontrer, selon des processus très compliqués que Benveniste appelle l'hospitalité, mais ce n'est pas le lieu du colloque, hein, de notre réunion. Mais une fois qu'on a transmis, une fois qu'on a admiré, on est très content, mais c'est pour vénérer. Vénérer n'est pas un terme qui renvoie à ton âge, mais qui renvoie à ce que tu fais de ton amour de l'amour. Écoutez, je termine là-dessus pour être bref toujours dans nos réponses. Hein. Cette formule admirable du serment du vénérable maître dans son installation au rite français, mais il doit y avoir la duplication dans d'autres rites. Je promets de travailler à la grandeur de ma loge et je promets de travailler à la grandeur de la franc-maçonnerie. Si une théorie de la transmission n'est pas relayée par une théorie de la vénération, de l'admiration, alors nous sommes des gagne-petits de l'humanisme. Mais gagne-petits qui, systématiquement, vont effectivement s'entourer de médiocres pour se cacher à ses propres yeux sa propre médiocrité. Vous verrez dans l'actualité politique cette espèce de concours des médiocrités, car, comme dit le grand Péguy, quand il y a une éclipse, tout le monde est à l'ombre. Oui, un complément très rapide. Et puis, vous seriez déçu, comme je représente la GLNF, que je ne mette pas ça peut-être aussi sous un autre angle. Je rappelle simplement, alors je ne sais pas comment c'est dans vos obédiences respectives, nous, dans un certain nombre de rites à la GLNF, nous commençons nos travaux par le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Eh bien, merci mes frères pour vos brillantes interventions. Voilà, je vous propose de maintenant passer la parole à la salle où sont présents des frères, sœurs et visiteurs qui viennent nous découvrir, et puis de les inviter à compléter cet échange par leurs questions auxquelles je vous inviterai, en fonction de vos désirs, à répondre et en se répartissant la parole. La parole est donc à la salle. Chers amis, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. J'aurais une question. Vous avez parlé de pédagogie. Pourrait-on parler d'andragogie maçonnique? C'est-à-dire, c'est pas de la connaissance descendante, mais c'est on apprend ensemble, on apprend entre pairs. Je voulais avoir votre avis sur cet aspect. Merci. Merci. Je réponds très brièvement. Oui, attention à ne pas confondre pédagogie, qui est l'art de faire aimer l'acte d'apprendre, notamment par le biais de l'école, qui malheureusement n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais ce n'est pas le sujet, et au profit, à ne pas confondre donc avec le pédagogisme, qui est l'art de pactiser avec l'ignorance à tous les niveaux de la République, maquillé en jeunisme, en spontanéisme et autres babioles de la pensée unique. Je pense que c'est une excellente question
à condition de comprendre, mais ce n'est pas le lieu de refaire un exposé ou un topo, de comprendre l'extraordinaire responsabilité et chance que nous avons en maçonnerie, de constituer ce que les psychanalystes et les logiciens appellent une classe paradoxale. Nous sommes ensemble pour jouer personnellement à un sport collectif. Par conséquent, c'est le rugby. Et, oui, absolument. Et mettre l'idée, non pas peut-être d'homme, qui est un terme galvaudé d'après Michel Foucault, mais l'idée d'humanité. Voilà. Quand dans le Don Juan vous vous souvenez de Molière, le mendiant se voit répondre par Don Juan ceci, nanan, par l'amour de l'humanité. Eh bien, nous allons jusqu'au bout en maçonnerie, dans cette idée que notre amour de l'humanité se cristallise dans l'envie de construire indéfiniment chacune des pierres de notre temple de l'humanité est signée par l'artisan tailleur de pierre. Autrement dit, nos principes ne valent que s'ils sont ornés, marqués par notre propre signature. Michel, tu veux intervenir? Charles, tu as beaucoup porté ça sur l'amour, mais il y a là quelque chose de fondamental aussi. Finalement, l'amour et le désir est causé par le manque. Pas de désir, pas d'amour sans manque. Et finalement, ce qu'on enseigne en maçonnerie, ce qu'on hérite, puisque dans la tradition qu'on hérite, c'est d'accepter le manque. C'est pas sur le plein qu'on est là, c'est sur nos manques. Et que ce manque-là va créer ce désir permanent qu'on a les uns pour les autres, parce que si on était dans le plein, à quoi les autres me serviraient? C'est l'acceptation fondamentale d'un manque qui est, lui, fondamental. Contrairement à d'autres qui se vantent de leur plénitude, nous, on se vante précisément de notre vide et de notre besoin de le combler. Bien sûr, Montesquieu a dit pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Je suis étonné que vous ne l'ayez pas, on le retrouve si souvent. Merci. Tu as d'autant plus raison que dans une petite citation, excuse-moi, je vais te tirer ton... Non, mais j'embarque sa chaussure, quoi. Et sa chaussette, tant qu'à faire. Montesquieu est ici un guide très sûr, tu as raison. Dans une formule saisissante, on peut trouver les références, il dit, examinant les sphères dans lesquelles nous tentons de nous identifier et de combler nos manques, l'individu, la famille, la patrie, l'Europe et le genre humain. Il dit, si quelque chose devait nuire à ma famille, je l'écarterai, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que quand on a franchi l'étape ultime, le maçon est celui... Non, mais c'est dans sa chaussette, là. Non, mais tout va bien. Ça veut dire que le maçon, vous savez, le point au-dessus des deux autres points, et non pas regarde de haut, prend les choses de haut. Il n'y a pas de danger en ce moment où l'éloge de l'immaturité a fait du syndrome de Peter Pan une sorte de livre de chevet de quelques élus. Surtout ne pas mûrir, surtout ne pas me cultiver, surtout considérer que dès qu'on a trois phrases un peu compliquées, malheureusement cette haine de l'intellectualité a mordu parfois chez les humanistes, les cours de collège retentissent de cette espèce de litanie de notre malheur démocratique. Ouais, intello faillot, fils de prof. Bouffon. Donc je vous laisse découvrir le charme secret de cette litanie de notre renoncement, mais ça veut dire tout simplement que Montesquieu y considère en homme des Lumières que c'est toujours en regardant un degré au-dessus qu'on traverse et puis les contradictions du degré précédent, et que surtout on fait la liste des erreurs. Comme dit le grand Condorcet, faisons ensemble l'histoire de nos erreurs à partir de notre ignorance première, afin de dresser le tableau de nos espérances. Vous faites une phrase comme ça, vous allez dormir, hein, tranquille.
l'histoire de nos erreurs. La transmission se nourrit aujourd'hui de la liste des erreurs que nous commettons sur la communication. Les 2.0 qui deviennent les 3.01. Daniel, tu as envie d'intervenir ou on lance la salle pour avoir une question complémentaire? Je vais juste prolonger ce que vient de dire Charles, parce qu'on l'a dit un peu dans nos exposés respectifs, un peu en préambule, mais je voudrais insister sur un point qui est extrêmement important. On confond effectivement dans le grand public, les journalistes confondent deux notions qui sont pourtant différentes, peut-être complémentaires, mais certainement différentes, qui sont communication et transmission. Et ça, je crois qu'il faut absolument qu'on insiste là-dessus. La transmission, ce n'est pas de la communication, même si évidemment il y a un aspect communication dans la transmission, mais ce sont deux choses fondamentalement différentes. Et c'est vrai que quand on parle 2.0, qui sont malheureusement pas encore 3 points, mais 2.0, on est uniquement dans le registre de la communication, et il n'y a pas de transmission, ou tout du moins, beaucoup de gens croient que c'est de la transmission. C'est pour ça, pas de ping-pong entre nous, que ce délicieux nouveau ministre de l'Éducation, dite nationale, qui n'a jamais vu une moindre fait court, même une heure, en faisant de l'interdiction, en grand commentateur de Jean Zay, l'interdiction de la baya, fait la moitié du chemin. Mais l'autre moitié, ça consiste à dire, attention, l'école est le lieu de la transmission des savoirs, en suspendant toutes les convictions, pour que nos convictions deviennent des thèses à nos propres yeux. Mais pour ça, il faudrait rescolariser l'école, intellectualiser l'école, rendre l'université sereine, livrée à la recherche authentique et non pas aux joutes ridicules des petits incultes qui se réfugient dans le woke et la cancel culture, c'est-à-dire l'esthétisation de l'ignorance. Transmettre, c'est supposé être supérieur à. Or, nous allons revenir à ce bon vieux Socrate dans le Ménon, où il dit à ce parterre d'intellectuels qui se moquent un peu d'ailleurs de Socrate. Socrate leur dit, vous voyez, il y a un esclave, là, un jeune esclave là, qui se balade, vous allez voir qu'il va trouver, juste si je donne quelques indications, la solution à un problème mathématique et géométrique extrêmement compliqué. Alors, tout le monde s'esclaffer et, naturellement, Socrate va réussir à faire à ce jeune esclave inculte une résolution d'un problème extraordinaire. C'est-à-dire, comme s'il disait à ce jeune esclave, mais finalement, qu'est-ce que j'ai à t'apprendre, puisque tout était déjà en toi. Et que d'une certaine façon, nous, c'est la même chose. L'autre, il a déjà tout ce qu'il sait et que je peux aussi savoir. C'est une question d'une seconde d'échange. Et le vrai maître, c'est celui qui te délivre de toi-même, mais qui te délivre aussi de lui-même. C'est-à-dire qu'en fin de course, nous sommes dans l'égalité précisément la plus absolue du savoir et du manque. D'autres questions, s'il vous plaît? Je vais me permettre donc de prendre la parole dans la thématique annoncée que transmettre une tradition, des principes, une méthode, un savoir-être. Le savoir-être ne serait-il pas la finitude, justement, de cette tradition transmise, de ces principes et de cette méthode, mais j'aurais presque envie d'y ajouter avec sa liberté de penser, sa liberté de raisonner et sa liberté de conscience qui est chère justement à toutes les approches et démarches maçonniques, quelles que soient les obédiences. Eh bien oui, vous êtes 100% dans la démarche. Qui veut compléter? Très brièvement. Ayant la chance de travailler dans différentes obédiences, certes, mais surtout des rites, je m'aperçois que
la sérénité des travaux maçonniques est nécessaire parce que nous sommes très subversifs puisque nous multiplions, et je réponds, mademoiselle, à votre questionnement, nous n'arrêtons pas de multiplier ce que le philosophe méconnu, là encore, qui s'appelle Jaspers, s'appelle les situations limites. On n'arrête pas en maçonnerie de montrer que mes mots sont limités, c'est ce que tu signales. On n'arrête pas de me dire que, quel que soit l'état de mon travail, il est à parfaire, la pierre est à polir, et aussi, et là, ce sont des moments du chemin initiatique, notamment le 3e degré, je dois prendre au sérieux le fait que personne ne mourra à ma place. Et que lorsque nous mimons, quel que soit le degré, ou que nous nous souvenons de la mort d'Hiram, nous revivons l'avertissement d'un Montaigne, je crois, qui consiste à dire philosopher, mais aussi être maçon, c'est apprendre à mourir, ou plutôt à penser la mortalité pour en faire une grandeur. Parole. Rapidement, dans le fameux Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, il a une parole qui est intéressante. Il dit « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, la finalité, comme tu soulignais avec la mort, mais aussi avec nous, c'est qu'on n'a plus de mots pour le dire. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de verbe. On est dans le verbe. Et le verbe, finalement, c'est du silence, ce n'est pas la parole, c'est le silence. Et qu'on a ce moment de bonheur intérieur quand on est dans son silence intérieur après avoir beaucoup discuté, beaucoup blablaté, et que d'un seul coup on se retrouve face à ce silence essentiel. Et je crois qu'on a ces grands moments de bonheur en maçonnerie aussi. Dans la transmission, c'est transmettre le goût et le bonheur du silence à un moment donné. Nous vous écoutons. Bonjour, merci pour la qualité de vos propos. Je reviens sur les anneaux borroméens, j'ai bien aimé. L'image du 4e anneau pourrait être l'humanité. Ma question est la suivante. Comment voyez-vous la transmission comme étant un socle de l'amélioration de l'homme et de la société? Qui veut répondre? Je réponds brièvement. Le mot amélioration est le lieu de toutes les ambiguïtés aujourd'hui, puisque la dernière innovation technologique a l'air d'être une avancée. Méfiance. Ce qui est nouveau, et ça va dans ton sens, le récent n'est pas forcément le nouveau. Ce qu'implique la métaphore du respect. Tenir en respect, c'est, dans le silence, prendre le temps et la distance qu'il faut. Il existe un concept fondamental de la philosophie des Lumières qui s'appelle le méliorisme. Le méliorisme consiste à dire qu'importe que tout soit bien, c'est une illusion de croire à la perfection. Mais faisons tout pour que, après nous, les choses soient meilleures. C'est pour ça que l'amélioration, meilleure que cela n'était avant moi, ou avant nous, bien évidemment. Et le méliorisme renvoie dos à dos le pessimisme de confort des nantis de notre société et l'optimisme de confort des technocrates trahissant les Lumières, qui consiste à croire que parce qu'on est expert, on va savoir le mieux. Or, du maximum, tu ne tireras jamais une théorie de l'optimum, ça se saurait. Mais la grande leçon des Lumières, je termine là-dessus, c'est qu'il vaut mieux quand même être cultivé. S'il cultive son jardin, mais c'est qu'il a fait le tour du monde, et que s'il en arrive là où il est, Candide, c'est qu'il a bénéficié de l'amitié, de l'aide, de l'hospitalité de plein de gens qui lui ont facilité la vie et même un peu bousculé ses catégories. Donc on cultive son jardin pour nourrir l'hôte qui viendra partager mon repas. Une autre question. Simplement, oui. je voudrais réagir un peu à ces propos pour les illustrer, hein, pas du tout pour les pas du tout, parce que je suis totalement évidemment d'accord. Une petite anecdote personnelle, quand j'ai eu 16 ans, je me suis acheté une caméra Super 8. C'était le summum à l'époque dans le cadre de l'amélioration, on ne pouvait pas imaginer mieux. Et donc puis après j'ai acheté un caméscope.
dans les années 90. Je me suis acheté mon premier caméscope. Alors aujourd'hui, tout ça s'est dépassé. Il y a des choses bien meilleures. Et je me suis vite rendu compte qu'avec mon caméscope, il y a des choses que je savais faire avec ma caméra Super 8 et que je ne pouvais plus faire. Et donc, une de mes premières questions un peu philosophiques, c'était de dire que finalement, tout progrès, en tout cas dans le domaine technique, tout progrès cache un recul dans un autre domaine. Autre exemple, l'imprimerie. Avant la diffusion des livres à grande échelle, donc en gros avant la Renaissance, la mémoire collective était bien supérieure. Nous, êtres humains, nous avions une capacité mémorielle bien plus grande qu'aujourd'hui. Et je ne parle pas de ce qui se passe avec les médias modernes. Donc là encore, l'imprimerie, qui est une des plus belles inventions qui ait connu l'humanité, cache en réalité un grand recul. Et que nous retrouvons, et cette notion, nous la retrouvons d'ailleurs en franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie de tradition, c'est la franc-maçonnerie du par cœur, c'est la franc-maçonnerie qui est inscrite en nous, qui est dans nos gènes et que nous ressortons par ces phrases apprises par cœur, qui à terme nous imprègnent. Alors c'est vrai que dans les rites un peu plus récents, notamment les rites continentaux, cette notion du par cœur a un peu disparu. Mais en Angleterre ou dans les rites anglais, ou dans les rites anglo-saxons plus généralement, ce par cœur, il subsiste et c'est extraordinairement puissant. Moi, je sais que j'ai toujours appris à mes enfants, c'est bien, vous avancez, c'est bien, je suis ravi, moi, je ne serai jamais à votre niveau dans certains domaines, mais n'oubliez pas ce qui existait avant. Et surtout, que vous soyez des adeptes, et là c'est sur tes propos, que vous soyez à jour avec les connaissances actuelles, c'est très bien, mais n'oubliez pas ce qu'il y avait avant. Oui, par rapport peut-être aux nœuds borroméens, on est dans une structure borroméenne aussi, effectivement, en maçonnerie, dans le sens que les nœuds borroméens représentent aussi chez Lacan l'idée de réel, imaginaire et symbolique. Hein. Et on est dans cette dimension à la fois du réel, on est dans nos vies réelles aussi, quand on vient en maçonnerie, dans un imaginaire, hein, et aussi, surtout, et avant tout dans du symbolique. Mais, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, Charles, dans le nœud borroméen, il y a aussi l'idée, pour Lacan, d'en rajouter un quatrième nœud, qui est le nœud de secours. C'est-à-dire que, par exemple, dans les psychoses, souvent, le psychotique va essayer de se sauver la mise en mettant un nœud imaginaire, que ça soit l'art, que ça soit quelque chose de cet ordre-là, qui le sauve provisoirement. Et nous, finalement, c'est aussi cette amitié fraternelle, ce quatrième chose qui nous sauve de nos manques structurels. La parole est à la salle. Bonsoir messieurs, j'aurais 3 questions pour vous. Je vais commencer... Excusez-moi, m'entendez-vous? Oui. Oui, un peu mieux, voilà. C'est très étrange d'être surveillé. J'aurais 3 questions à vous soumettre. La première concerne l'amour. Vous avez parlé de l'amour de Socrate. Je me réfère à Pernette du Guillet, une poétesse de Lyon, qui prononce que c'est l'amour socratique et l'amertume. Est-ce que c'est la même définition que vous proposez lorsque vous énumérez le propos de l'amour? Ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est dans l'ouvrage très fourni et agréable de François Grusson, l'architecture des temples maçonniques, il y a un passage, tout un pan, qui est, on va dire, consacré à la relation entre les maçons et le temple, qui provoque une cohérence avec l'architecture. J'aimerais savoir un peu votre point de vue sur cette définition. Et enfin, la troisième, je pose beaucoup de questions, je suis un peu ignorant. Concernant la mort, ne serait-ce pas enfin, j'aimerais savoir comment vous vous placez au niveau, quand vous avez prononcé
les paroles sur la mort, c'était très intéressant, ça m'a fait penser au cabinet de réflexion, et j'aurais aimé savoir s'il y a un lien entre le tapis de loge qui est un plan en 2D et l'extirpation de ce plan, de ce schéma, on va dire mental, dans la 3e dimension qui est le temple et donc le monde concret dans lequel nous vivons. Merci, j'ai dit. Alors, on sera obligé de faire des réponses courtes parce que l'heure court et puis qu'il y a encore d'autres questions, j'espère bien. Alors, très brièvement, l'amour, c'est la grande affaire. C'est-à-dire, je pense, dis-moi ce que tu aimes et je te dirai. Dans un certain nombre de travaux, mais on n'est pas là pour ça, je vais jusqu'au bout d'une hypothèse, c'est que l'amour, qui rime avec toujours, c'est l'expérience la plus intense possible de vérification et d'exploration de ce que j'appelle, faute de mieux, les 3 figures constitutives de l'hospitalité. Je te reçois, tu me reçois, mais en fait, c'est toi qui me reçois. Peut-être que, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être que là où nous sommes reçus par un hôte absent, que ce soit qui tu veux. Mais il se peut que dans l'amour, tu en as parlé, nous éprouvions ce qu'un chercheur appelle l'auto-hospitalité, c'est-à-dire, non pas charité commence par soi-même, mais hospitalité fraternelle commence par soi-même. Je pense que lorsque Alain nous dit la misanthropie est l'antidote de l'admiration, voilà, il dit quelque chose de très important. Aimer l'autre, c'est forcément vouloir progresser avec lui. Et nous savons vers quoi? C'est l'amélioration de l'humanité. Je vous renvoie à l'article 1er de la Constitution du Grand Orient, mais des autres obédiences, puisque l'amélioration consiste à dire quel que soit l'état de la société, nous pouvons la réparer. Nous pouvons réparer la République, nous pouvons réparer l'humanité. Et le pessimisme de confort qui caractérise certains ne vaut pas mieux que l'optimisme béat des technocrates ignorants. En parlant de l'amour, on pourrait dire « si j'aime, je me voyage », comme disait Baudelaire. Hein. Je me voyage. Mais maintenant, il y a un point sur l'architecture qui est quand même intéressant que tu viens de soulever là comme ça, mais il y a un petit rappel à faire intéressant. Dans la Bible, Exode 20, versets 24 à 26, Dieu interdit la construction d'un temple à Moïse. Il lui interdit, parce que seul le voyage sous la tente, en plein air, sans construction comme les autres peuples aux alentours, fait qu'il ne faut pas construire de temple, on serait dans le paganisme. Et on reste d'éternels errants. Malheureusement, Salomon va en construire un contre l'interdit d'Exode 20. Il va être détruit 2 fois par Nabuchodonosor et les Romains. Et c'est bien que figurent dans nos temples les ruines. Ça veut dire qu'on n'a personne à imiter à l'extérieur dans ce voyage intérieur que nous faisons. Nous continuons à avancer dans le désert avec une tente où vaguement, là, il y a quelques trucs de marqués sur les pierres, et ça suffit. Et que imiter les autres ne sert à rien pour sa propre recherche de spiritualité. Alors moi, ça va être extrêmement bref sur le mot amour. On me demande souvent en tant que franc-maçon, mais c'est quoi le secret maçonnique? C'est quoi le secret maçonnique? Mais vous avez la réponse, c'est l'amour. Mais moi, je ne sais pas définir l'amour, mais c'est l'amour. Alors, je propose de recueillir une dernière série de questions dans la salle, et puis l'heure avançant, nous avons déjà démarré il y a fort longtemps. Je n'ai pas tout été le bon maître des horloges. Nous vous écoutons. Bonjour, je m'adresse à Monsieur Baron Michel. Vous avez abordé tout à l'heure les manques structurels. Mais est-ce que ce n'est pas finalement inhérent à l'individu? Dès l'instant où l'être né, est-ce qu'il n'est pas déjà dans un manque? Alors, j'aimerais si vous pouvez me préciser ce que vous appelez manque structurel. Oui, vous avez raison. Quand les philosophies, notamment par rapport aux philosophies orientales, qui ont bien compris le système depuis la nuit des temps, bon. Et en disant finalement, pour aller vers
le nirvana, l'extinction, il faut supprimer le désir. Ouais, mais il faudrait supprimer le manque avant. C'est là l'échec. C'est là l'échec parce qu'on est dans le manque. Mais on ne veut surtout pas le reconnaître, ce manque, parce qu'on serait inférieur aux yeux des autres, etc. Et que donc on s'invente des supériorités qui n'existent pas parce que nous sommes tous des êtres du manque. Oui, pardon. La langue latine est d'une immense utilité, très, très brièvement. Il y a 3 mots que nous enchevêtrons. Le mot individualité qui nous fait membre d'une espèce que nous n'avons pas choisie et qui se caractérise par ce que les psychanalystes appellent l'expérimentation de la sexation, le fait d'être d'un sexe, d'en changer, de ne pas en changer. Mais l'individu sait ce qui lui manque, être en manque, mais par rapport à un tout préconstitué. Le particulier, c'est autre chose. C'est membre d'une partie, d'un genre qui nous échappe. Et là encore, quand on dit « je vends mon appartement de particulier à particulier », c'est ce qu'on dit. Et l'honneur de la maçonnerie, c'est de faire surgir l'extraordinaire richesse de la singularité, qui est le cœur de la laïcité républicaine humaniste. La singularité, c'est être devant le défi de construire, d'être à moi-même mon propre genre, comme dit Jean-Michel Muglioni, un digne fils de Jacques Muglioni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la beauté des principes ne vaut que si nous habitons cette beauté des principes par la force du désir de notre singularité. Or, c'est ça l'amour pour moi. L'amour, c'est aller jusqu'au bout de ce que ma singularité me demande. La plupart d'entre nous, je parle pas pour vous, pour moi, que sais-je, c'est d'avoir peur de notre singularité. Or, la singularité, c'est résister au conformisme. La République n'est rien sans résistance républicaine. La maçonnerie n'est rien si nous ne résistons pas à ce que les maçons entre eux appellent la cordonite, qui consiste à confondre les signes du pouvoir avec l'honneur de l'autorité. Je connais des grands maîtres qui ont su aller jusqu'au bout et affirmer leur singularité dans le service des autres. Singularité, le manque de la singularité n'est pas le manque de la particularité. Juste pour, comme ça, clore en tout cas sur quelque chose qui est amusant, mais qui est très interrogeant. C'est une pensée de Lacan à qui on demandait « Mais qu'est-ce que c'est l'amour ?» Et il disait « L'amour, aimer, c'est donner ce que je n'ai pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » Nous vous écoutons. Si. Sur la gauche. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, je voudrais revenir sur un point qui me paraît essentiel dans notre réflexion de ce matin, c'est le point de l'agir. Notre frère Michel a commencé son exposé en faisant un rapprochement avec la sagesse du judaïsme et la teshuva, qui est le retour sur soi, le repentir et la connaissance de soi. Mais il y a aussi une dimension dans la sagesse du judaïsme qui est très importante et il me paraît essentielle, c'est les mitzvahs. Qu'est-ce qu'une mitzvah ou des mitzvot? C'est aussi la capacité de mettre en œuvre cette réflexion, cette pensée, cette méthode, ce savoir-être et ces principes de manière quotidienne, avec soi, pour soi-même, pour les autres, pour le monde et surtout aussi pour l'avancement de la société. L'amélioration, je ne sais pas, mais l'avancement de la société, vous nous en avez parlé un petit peu ce matin. Effectivement, mieux connaître le passé pour préparer l'avenir, mais de quelle manière on s'engage dans la société de manière concrète? Sans mitzvot, on ne peut pas revenir sur soi-même. On ne peut pas être justement dans la teshuva, dans le retour sur soi-même sans mitzvot. Parce que les mitzvot permettent de constater nos propres limites aussi. J'aurais bien envie d'aider les autres à un moment donné, mais je vais me trouver des fois devant des impossibilités. Donc, ça m'amène aussi la pratique. Une pratique qui est toujours problématique m'amène au discernement.
La maçonnerie, c'est aussi le discernement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire avec mes petits moyens? Mais faut-il encore que je vérifie, tu as raison, mes petits moyens, pour pouvoir faire ce retour d'interrogation sur moi-même? On peut presque encore se dire Shabbat Shalom. Alors, avec un petit retard. C'est l'idée très simple qu'il ne peut y avoir de kippour, de pardon, version laïque, que s'il y a l'humilité de la teshuva. Et la teshuva, c'est-à-dire le retour sur soi et la verbalisation. Oser dire à quelqu'un qui trahit, tu trahis. Mais cela implique qu'il faille surtout ne pas avoir la posture du donneur de leçons. Et il y a une telle haine de l'intellectualité aujourd'hui, il y a une telle misologie, haine de la réflexion, intello, Fayot, fils de prof, que le fait de dire il faut réfléchir avant d'agir pour ensuite avancer, ce que fait la transmission, passe pour un programme extraterrestre, parce que nous le voulions ou non, c'est un autre colloque, c'est une autre table ronde. Nous sommes victimes, je le dis avec gravité, de ce qu'on pourrait appeler un cléricalisme langagier d'atmosphère, qui a gagné les forces progressistes de notre pays. Une sorte de laisser-aller du langage qui fait que nous allons déjà au-devant des critiques en essentialisant. Je te disais hier soir, tu avais l'air d'accord, mais tu peux avoir changé dans la nuit. Quand vous dites à un jeune, c'est un jeune en difficulté, vous êtes dans la prédestination calviniste la plus détestable. Vous étiquetez quelqu'un en fonction de ce que vous avez jugé de son passé, que vous projetez comme avenir scolaire. Étonnez-vous ensuite que nos jeunes se tournent vers ceux qui leur donnent une ancestralité de pacotille en lieu et place de la promotion de la République. Étonnez-vous. Eh bien, réinstituer la transmission, ça n'est pas séparable de la réinstitution de la République. Là, notre ami Charles nous met dans une vieille réflexion sur libre arbitre et serf arbitre. Donc, est-ce que, quand on est en maçonnerie, c'est de notre libre arbitre qu'on y est rentré, ou est-ce que parce qu'on était un peu, par nos histoires personnelles, condamnés comme un serf arbitre à y être? Bon, la question reste là. Et la question du serf arbitre, c'est qu'on n'a pas le choix. Mais finalement, on a centré notre entrée en maçonnerie sur un choix théorique. Donc nous sommes peut-être plus dans le libre arbitre que dans le serf arbitre. Mais il faut aussi penser que notre entrée en maçonnerie joue quand même sur une certaine forme de prédestination. Ce n'est pas une supériorité, une prédestination. C'est au contraire un choix difficile à assumer parce qu'on va prendre des coups. C'est comme dans les matchs de rugby. On va prendre des coups, mais on a choisi de prendre des coups parce que telle était notre destinée. On n'avait pas le choix peut-être là d'être là où on est. Mais c'est bien. Mais ce n'est pas une supériorité. Au contraire, on assume une charge qui dépasse largement nos engagements de 2 fois par mois ou plus. D'autres questions ? Bonjour. Pour reprendre la question initiale, que transmettre? Une tradition, des principes, une méthode, un savoir-être. Concernant la méthode, comment expliquez-vous, dans le cas où la méthode fasse partie de votre réponse, comment expliquez-vous la transmission d'une méthode pour une singularité ou à une singularité? Alors, je pense qu'il peut y avoir plusieurs réponses. D'abord, entendons-nous sur le mot méthode.
la question, effectivement, que transmettre une méthode, etc. Alors, je l'ai pas, aucun de nous l'a abordé sous cet angle-là. Moi, je dis, on ne transmet pas de méthode, justement. On ne transmet surtout pas de méthode. On transmet, comment dire, une façon de faire. On transmet quelque chose qui émane peut-être un peu de nous aux autres, et on reçoit des autres aussi. C'est pas une méthode. On transmet des outils, ce qui n'est pas la même chose. L'outil, c'est le rituel, par exemple. Ces outils permettent d'abord d'entrer dans ce moment particulier, dans ce moment sacré, nous disons nous, qu'est la tenue pendant laquelle il se passe quelque chose, mais ce n'est pas une méthode. Donc, qui dit méthode dit technique, dit savoir-faire, et nous ne sommes pas du tout dans ce registre-là. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Tout va bien, l'hypoglycémie fait qu'on devient tout gentil, et bref. Dans méthode, il y a quand même quelque chose d'important. C'est odos, c'est le chemin. Alors, on ne va pas vous faire le coup de le chemin, c'est le cheminement, c'est greffé là-dessus une sorte de marronnier philosophique. Hein. Mais la question de notre ami relie la recherche de la méthode, donc du bon chemin, avec l'émergence de la singularité. Mais là encore, individualité, particularité, singularité sont, pour moi, des anneaux borroméens. Le drame, et en même temps la solution du drame, c'est que notre accès à l'universel ne peut se passer que par des voies particulières, que par des chemins particuliers. Ton chemin d'émancipation n'est pas le même que le mien. On peut avoir des divergences d'obédience, mais nous savons d'abord que nous serions voisins de cellules si les extrêmes devaient un jour meurtrir la République en accédant au pouvoir, mais surtout, nous avons d'abord les outils, et nos outils sont aussi les mots que nous utilisons. Nous ne prenons pas assez au sérieux ce qui se passe lorsque nous laissons les mots galvaudés, cléricalisés, qui noient le poisson, se répandre parmi nous. Voilà, nous avons peut-être un unanimisme de façade, nous n'avons pas ce que Kant considère comme le cœur de la philosophie critique, c'est-à-dire l'accord des esprits dans l'insatisfaction finale, l'accord des esprits dans la volonté de toujours parfaire, distinguer, avancer. Donc moi je garde, si tu veux, de la méthode l'idée du chemin. Une dernière intervention. Le rituel, ça sert de partir d'un point, de Notre-Dame-du-Puy, par exemple, pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et qu'il y a des passages obligatoires. Mais des passages obligatoires s'estompant peu à peu pour laisser place au but, finalement. C'est-à-dire intégrer le chemin en soi, de dépasser le chemin, le vrai chemin, pour l'intégrer en soi, mais pour arriver à une finalité. Pas rester dans quelque chose de maniaque qui consisterait à être point sur point en disant « Oh là, tu as dépassé ça, etc. » Le chemin, c'est pas là le chemin. Le chemin, il est au bout. Qu'est-ce que je vise en utilisant la méthode de marché, par exemple? C'est une méthode de marché, les rituels différents. Mais finalement, ce n'est pas le plus important. Il faut les intégrer de façon à voir où on va. Quel est notre but, les uns et les autres, hein? Nous avons des buts différents. Donc le rituel nous sert à ça, mais n'est pas une finalité en soi. J'ai repéré une question ici sur ma droite. Merci beaucoup de vos partages. J'avais, je ne sais pas si c'est réellement une question, mais effectivement, on parlait de la mitzvah qui est une pratique qui se veut déjà agissante, en fait. Tout à l'heure, vous en parliez aussi, justement, quand on parlait du rite. Et puis, finalement, quand on parle de jeu ou de règles du jeu dans le rugby, il y a une question aussi spécifiquement, effectivement, à vous, Monsieur Pacou, qui était, quand
vous disiez que dans les règles de vos pratiques, il n'y avait pas de planche. Alors je m'interrogeais de qu'est-ce qui était agissant, si ce n'est que les mots. Et donc ça m'interrogeait. Et voilà, est-ce que plutôt que de méthode, on ne pourrait pas parler simplement de règles du jeu, quoi? Et quelles sont les différences ou bon, ça c'est un autre débat, quoi. Alors, je pense que vous faites référence à ce que je disais sur les rites anglo-saxons et en particulier sur ce qui se passe en Angleterre. Alors, c'est aussi vrai en France pour ceux qui pratiquent ces rites. Non, on ne fait pas de planche. On ne fait pas de planche. En Angleterre, il y a de temps en temps des travaux oraux, des présentations qui sont faites, mais c'est toujours sur le côté historique, ce qui a beaucoup de valeur en soi, puisque tout est histoire, comme diraient certains, et qu'il faut, d'ailleurs ça a été abordé pendant le débat, il ne faut jamais oublier où sont nos origines, et d'où on vient, et à défaut de savoir où on va. Donc déjà, il n'y a pas... Alors, le travail du maçon, il est sur soi-même, et il est sur le mental et sur le physique. La grande différence entre les mentalités anglo-saxonnes et les mentalités continentales, et particulièrement françaises, c'est qu'en France, on aime bien les beaux travaux intellectuels. Et cette différence, elle remonte au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au début de la franc-maçonnerie. Et en Angleterre, on est dans le domaine du pragmatique. On se méfie des grandes idées, même s'il y a eu des grands philosophes et des grands penseurs anglais. Et donc, la différence est, pour faire simple, les Anglais, les Anglo-Saxons vont travailler sur le corps, sur le physique, ce qui est une énorme discipline en soi, et qu'on sous-estime, qu'on ne comprend pas trop quand on pratique les rites continentaux. Et nous, Français, continentaux plus généralement, on va plutôt travailler sur la partie cérébrale. Alors moi, quand je faisais des formations au sein de la GLNF, j'ai toujours conseillé à nos nouveaux membres, à nos apprentis, je leur disais, écoutez, moi, vous avez la chance d'être dans une obédience multirite. On a le droit de pratiquer plusieurs rites. Moi, j'appartiens à plusieurs loges, et c'est le cas de pratiquement nous tous. On appartient à plusieurs loges, donc on peut pratiquer plusieurs rites. Et je ne sais pas vraiment l'exprimer, je n'ai pas les mots pour l'exprimer, je le ressens en tout cas, c'est extraordinairement complémentaire. Travailler une fois sur des choses qui sont à caractère cérébral, intellectuel, si vous voulez, et travailler après sur son corps, sur sa façon d'être. Je dirais que c'est un aboutissement. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus vivre en faisant l'un sans faire l'autre. Très juste. Moi, ça me semble très, très important, ce que tu viens de dire. Et puisqu'on file la métaphore de la culture juive, moi, je vais donner une anecdote du judaïsme lituanien, du moins émanant de la communauté lituanienne juive, telle que, enfin, avant l'Holocauste, de l'époque et dans cet endroit. C'est une blague juive, quoi. Que fait l'Éternel de toute éternité? Voilà, c'est une bonne question, hein. Autant savoir à quoi il s'occupe, l'Éternel. Eh bien, il lit le Talmud. Il lit indéfiniment le Talmud, c'est-à-dire le commentaire infini vis-à-vis des actes fondamentaux qui, à chaque fois, correspondent aux fameuses situations limites dont on parlait avec Jaspers. Dieu lui-même passe son temps, alors, à être verbe, à s'incarner, à faire ce que tu veux, parce que à table, si vous voulez, je vous raconterai encore une autre blague juive, pas là. Si, on la raconte maintenant. 2 Juifs se plaignent dans une synagogue avant le rituel. « Ah là là, Joshua, mon fils, il devient chrétien. » Aïe, aïe, aïe. Et Yoselel lui répond « Aïe, 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 mon fils aussi. Parle pas de malheur. » Et tout d'un coup, l'Éternel s'exprime et dit « Aïe, 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 moi aussi. » Cette capacité de rire de soi, d'une foi que l'on ne partage pas. Je trouve ça extraordinaire. Donc,
les humanités gréco-latines autant qu'on voudra, Anchise et compagnie. Mais, comme disait Manuel Valls une fois, nous n'avons pas encore mesuré tout ce que la France laïque, républicaine, humaniste doit à la culture juive, qui d'ailleurs est éperdue de reconnaissance vis-à-vis de la France, qui a donné, vous le savez, par le biais des branches multiples du Concordat, un statut, une reconnaissance à la communauté juive. Bref, talmudisons la transmission. Une dernière prise de parole dans la salle. Alors, elle reviendra sur l'estrade. Rapidement, pour citer une parole de Frédéric Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, on peut mourir d'être immortel. Oui. Oui, je rajouterai un petit point sur la question du Talmud parce qu'elle me paraît essentielle et puis ça pourrait être une bonne conclusion à nos travaux. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que le Talmud ? À l'époque, au 1er siècle, les communautés juives de l'époque judéenne, les pharisiens, les sadducéens, etc., se disputaient différentes versions du judaïsme. Il y avait ceux qui étaient pro-temple, pro-prêtre, etc., les autres qui étaient contre, et puis les troisièmes, les sadducéens, qui voulaient choisir une troisième voie. Et un beau jour, ils se sont réunis, ils ont dit, écoutez, plutôt que d'en discuter, on va essayer de travailler ces questions-là. Et depuis, ils n'ont jamais arrêté. Et le propre de l'homme et de la culture juive, c'est éternellement de se poser des questions, même si on n'a pas les réponses, elles sont toujours contenues un petit peu dans la question.